projet de société est fondé sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, les piliers liés au travail, donc la lutte contre le chômage, et les piliers de la moralisation de la vie publique, ou alors la lutte contre les antivaleurs. Et lorsque nous abordons la question de sécurité, notre perception, notre conception n'est pas seulement fondée sur les incidents sécuritaires physiques, des crépitements d'armes, les questions d'accès à l'électricité, la question de la gratuité de l'école primaire, qui est consacrée par la Constitution et qui n'a jamais été effective. La question des tracasseries fiscales. Aujourd'hui, vous avez une petite entreprise, vous subissez des taxes inacceptables. Il y a des familles qui ne savent plus. Par exemple, couvrir les factures de soins médicaux. D'abord, avant de bénéficier des services médicaux, il faut avoir déposé une caution. Au-delà de ça, si vous n'avez pas réussi à payer la facture, vous êtes séquestré, alors que les mutuelles de santé, sous d'autres questions, on résout les problèmes. Dans ces pays, il y a par exemple des étudiants qui n'ont jamais accédé à leur diplôme. Tout le monde s'est satisfait avec des attestations de réussite. Ça, c'est inacceptable. Lorsque les étudiants veulent aller travailler ailleurs, étudier ailleurs, ils sont bloqués. On les considère comme des gens qui n'ont jamais été au banc de l'école, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais accédé à leur diplôme. Et cela, malgré qu'ils aient payé ce qu'ils appellent les frais de chancellerie. Alors, lorsqu'on aborde le deuxième pilier qui est celui de l'emploi, la loi fondamentale reconnaît l'emploi comme un droit pour tout le monde, d'ailleurs un droit sacré. Mais il s'est fait malheureusement que l'accès à l'emploi est devenu très très verrouillé par beaucoup d'antivaleurs et des pratiques inacceptables. Prenons le cas où on exige aux jeunes qui terminent les études d'avoir des expériences professionnelles. Comment quelqu'un qui a investi 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, et en plus, une moyenne de 5 ans à l'université, donc 17 ans durant, on lui demande encore d'avoir une expérience professionnelle. Donc, tout ça montre qu'on ne veut pas donner la possibilité aux jeunes d'avoir de l'emploi. Il y a aussi les questions d'exigence des langues étrangères. Par exemple, aujourd'hui, ça devient commun que l'on exige à tout le monde, avant d'accéder à l'emploi, d'avoir une connaissance en anglais. Alors que l'anglais n'est une langue nationale, n'est une langue officielle. Et donc, c'est une manière d'empêcher aux jeunes d'accéder aux emplois. Parce que si l'État voudrait que ce soit ainsi, on devait mettre un accent particulier sur l'anglais opérationnel. Parce que malgré la pondération du cours d'anglais à l'école secondaire, les finalistes n'arrivent pas à parler couramment anglais. Et donc on ne peut pas les piéger et permettre, par exemple, aux étrangers de commencer à accéder aux emplois nationaux, alors que les citoyens du Congo sont fauchés par le chômage. On voit aussi, par exemple, il y a beaucoup de pratiques, les tribalismes, l'immoralité sexuelle, la corruption, qui entoure l'accès à l'emploi. Et bon, regardez, aujourd'hui, il y a énormément des nouvelles unités, des gens qui ne savent pas donc bénéficier de la montée en grade, des mutations ou des avantages sociaux, parce que tout simplement, ils ne sont pas reconnus par l'État. Et il y a ce type de gens, il y en a qui ont 20 ans, 25 ans, ils sont une nouvelle unité. Donc, on est dans une situation où on fonctionne, on travaille pour l'État, mais on est dans une grande incertitude. Alors que, par exemple, la réforme de la fonction publique et le rajeunissement de la fonction publique aurait pu permettre, par exemple, à beaucoup de jeunes d'accéder à l'emploi. Et donc, on peut aussi, par exemple, rendre les services de sécurité beaucoup plus attrayants pour les jeunes. Ça signifie l'armée, la police, les renseignements. Si, par exemple, c'est pour ça que nous nous battons, que nous militons, par exemple, pour la gratuité des soins médicaux, la gratuité de l'éducation, et la gratuité d'alimentation pour les soldats, les policiers, les renseignements, ainsi que leurs dépendants. Alors, le troisième pilier, c'est celui de la lutte contre les antivaleurs dans la vie publique. Ces derniers temps, les gens sont contents d'être dans l'immoralité, dans tous les secteurs. On ne peut plus parler de la corruption sans avoir une contrepartie personnelle. Et il y a, par exemple, les questions de détournement. Ceux qui détournent les biens publics reviennent dans nos sociétés, dans nos quartiers, en train de s'acheter des maisons, faire des investissements colossaux, et ils sont enviés par tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent avec les points sexuellement transmissibles et points financièrement transmis dans les milieux scolaires. Et ça a commencé déjà. Ça a d'abord été plus effectif à l'école secondaire et universitaire. Maintenant, c'est à l'école primaire et maternelle. Et donc, on est dans une situation où on a l'impression que les gens n'ont plus de repères. L'impunité a élu domicile, et donc nous devons travailler sur la mise en œuvre de lois qui recadrent la question de l'immoralité dans la vie publique. Qu'est-ce qui peut justifier que les gens peuvent s'enivrer du matin au soir
à ciel ouvert et ils ne sont pas gênés. Et donc, les gens justifient que ce n'est pas pauvreté, ce n'est pas le chômage. Et c'est pourquoi nous avons dit dans notre pilier sur la création des emplois, il faut agir sur la suppression de ce type d'alibi. Ça signifie donner la possibilité aux jeunes ou à la population active, mais avec un accent particulier aux jeunes, d'avoir de l'emploi. Ça signifie, lorsqu'ils ont la possibilité de travailler, on ne va plus expliquer qu'on peut être en train de prendre des boissons fortement alcoolisées du matin au soir. Et il faut mettre en place des mesures qui encadrent et qui répriment tous les extravagants. Et donc, nous sommes dans une situation où, et c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire, qu'un député qui s'est fait élire dans un contexte de corruption, dans un contexte d'achat de conscience, dans un contexte où il fait ce qu'il ne doit pas faire, mais qui lui demande de dépenser de l'argent, au terme de sa campagne, s'il a accumulé, par exemple, une dette de 300-400 000, pourquoi pas 1 million, parce qu'il y a eu même des gens qui sont allés jusqu'à $1 million, $1,6 million pendant 3 mois, alors que leurs émoluments, s'ils sont députés provinciaux, ça ne peut pas dépasser $270 000 pour 5 ans. Donc c'est irréfléchi qu'on dépense presque $600 000 pendant 3 mois, alors qu'on aura tout au plus $270 000 au terme de 5 ans. C'est que sur le plan économique, c'est déjà clair que c'est un voleur. Et donc tous ces députés qui dépensent l'argent comme ça, ils ne peuvent pas s'occuper des questions fondamentales, à traquer l'insécurité, à traquer le chômage et à traquer les immoralités. D'ailleurs, peut-être qu'ils se retrouvent mieux déjà dans cette manière de faire. Et c'est pourquoi nous demandons aux citoyens de se concentrer sur d'abord la compréhension du rôle des députés. Parce que lorsqu'on cherche à être député, nous l'avons déjà dit, ça signifie qu'on a choisi d'être serviteur et servir sa nation. Et ça signifie qu'on l'essaie de différentes manières, mais surtout pas dans la corruption.